Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire sur la recherche de cas sur le genre et la sexualité initiée par l'Isla en partenariat avec Voix de Femmes. Et je suis Mariam Lamisana Traoré. Je suis la présidente de Voix de Femmes et ancienne ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Je suis une femme très engagée sur les problématiques des droits des femmes au Burkina Faso depuis plus d'une quarantaine d'années. Et malgré mon âge, je tiens la route et je vous assure que le combat continue, la lutte continue. Isla m'a fait l'honneur, en ma qualité de présidente du Voix de Femmes, de m'associer à ce panel en tant que modératrice. Donc, vraiment, c'est avec un immense plaisir que je vais modérer ce panel de 90 minutes. Et je me permets de rappeler que ce panel fait suite au premier panel qui s'est tenu le 19 juillet dernier sur la preuve du concept. Et celui-ci aura pour but de présenter la publication d'Isla sur la recherche de cas sur le genre et la sexualité. Et à mon sens, l'identification des cas est une étape très importante car c'est la base même du contentieux stratégique. Pas de cas, pas de contentieux stratégique à mon sens. En tant que présidente de Voix de Femmes, partenaire d'Isla, en matière de contentieux stratégique au Burkina Faso, et je voudrais souligner que l'identification des cas a été l'un des grands défis majeurs que nous avons rencontrés. Mais il a été vite surmonté grâce au renforcement des compétences des membres de notre unité de l'étude stratégique. Donc, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons co-organisé ce webinaire avec ISLA pour le lancement de la publication sur la recherche de cas sur le genre et la sexualité, qui se veut un guide pour l'identification des cas. Bon, ce document sera assurément donc un outil de travail essentiel pour tous les acteurs engagés dans le contentieux stratégique, dans la perspective d'une grande mobilisation des organisations de défense des droits des femmes autour du contentieux stratégique. Nul doute que les panélistes de ce webinaire, qui sont des personnes avisées et engagées en matière des droits des femmes, vont permettre au cours de cette conversation aux participants de découvrir davantage ce document et de s'en approprier aisément. Donc, je m'en vais de ce pas et vous présenter succinctement les panélistes. Il va sans dire que chaque panéliste, avant son intervention, sa première intervention, devrait se présenter plus longuement si besoin en était. Donc, je commence par notre intrépide et combattante avocate Ariane Goual, qui est avocate de profession et qui travaille pour le compte de Voix de Femmes et partenaire du réseau principal de l'ISLA. Nous avons également notre point focal, Karine Mouba, au niveau de l'unité de l'étude stratégique. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Madame la juge, Madame Ouedraogo Chidi Rose, qui est magistrate et conseillère technique auprès de Monsieur le ministre de la Justice du Burkina Faso. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord donner la parole à Marie Ramtou de ISLA, qui va d'abord se présenter ISLA et le travail qu'elle accomplit merveilleusement à ISLA, relater brièvement le contexte de la publication sur la recherche de cas et la sexualité et de revenir sur le but du webinaire d'aujourd'hui et les attentes du webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Marie Ramtou. Okay, good morning, everyone. Good afternoon from Nairobi. My name is Marie Ramtu. As Madame Lamizana has mentioned, I am a consultant who's supporting the work of ISLA in Francophone West Africa.
So I'll just give a brief background of why we're here today and an overview of the publication and what we hope to achieve by the end of the webinar. So ISLA started its work in 2015. And as the name suggests, the Initiative for Strategic Litigation in Africa, at the core of ISLA's work is strategic litigation. And the work has mainly focused in Eastern and Southern Africa, but there's intention to expand the scope of work into Francophone West Africa. And some of the publications which have been launched this week, as Madame Lamizana has mentioned, have been drawn from the experience that ISLA has had in working from Eastern and Southern Africa. So what is hoped is that the experience which ISLA has had from these regions can then help to shape and advance women's rights to strategic litigation in Francophone West Africa. So specifically on the publication which we are launching today, the Sourcing Gender and Sexuality Cases. So ISLA came to an insight to develop this book based upon the experiences in which women and sexual minorities face in not accessing the judicial system to have violations addressed. So what this book intends to do is to interrogate the barriers towards the identification and retention of cases through feministic strategic litigation. The book also proposes challenges towards alleviating, it proposes recommendations towards alleviating the challenges which have been faced, and it also provides a conceptual framework of what feministic strategic litigation is. So from ISLA's perspective, feministic strategic litigation aims to address the historical challenges that have been faced by women and leading to gender exclusion. And this has hampered the realization on the rights of women and also on the rights of sexual minorities. So what is hoped to be achieved through the objectives of strategic litigation is to have a social change through action in and out of courts. And what the book highlights is some of the challenges which have been identified by ISLA through the experience in retaining and sourcing cases around gender and sexuality violations, some of which I just mentioned briefly, as is the lack of legal empowerment on the part of victims and first responders and lawyers. And there's also attitudinal barriers, and the attitudinal barriers apply to populations which are perceived to be on the periphery of the community, such as sexual minorities, sex workers, and victims of trafficking. And the other challenge which ISLA identified is the depoliticization of NGOs and CSOs. So that depoliticization creates an illusion that feministic strategic litigation is an aggressive strategy. So organizations tend to do more advocacy work as opposed to going for strategic litigation because it's perceived as a direct attack against the state. And there's also the challenge of ideology amongst the movement and lawyers. And some of these touches on the different views that different lawyers or different members of the movement will have towards some of the populations which I've mentioned, such as LGBTIQ persons and sexual minorities. There's also the challenge of the deficiency of package of care for victims. So one of the observations is that whilst some victims may not report cases to pursue the judicial system, but then there are those that will pursue the judicial system but will not follow through the entire process of litigation. And this is as a result beyond the judicial system, beyond layers. There are other actors who are requiring the process for holistic care,
such as psychosocial support. And generally, there's a hostile environment in which activists operate and human rights lawyers operate that inhibits the process of rights claiming to the end. So the book also provides insights on considerations for clients. Is a section which also defines the different strategies you can use for different clients, such as if the client is an activist, or the client is not in a movement, or if the client is part of an organization. And it goes on to highlight considerations for existing standards for each of the cases that we are pursuing. And it ends by also providing recommendations which can be used to alleviate barriers in sourcing and retaining cases, such as legal empowerment, creating an enabling environment for strategic litigation. And it also has a recommendation on how, as members of the movement, can foster collaborations and coordinate across movements to ensure that litigation is successful. And it also goes on to describe a package of care for the victims who are affected by violations. So what we hope to see in today's discussion is, given that this book is now being introduced in Francophone West Africa, how does the content in the book apply in the Francophone West Africa context? What are some of the things which can be borrowed, or what are some of the things which perceived which may not be applicable, because there's recognition that Anglophone Africa and Francophone West Africa, because of the colonial history that we have, the laws and policy frameworks are shaped a bit differently, and that also has an application in the context of human rights, women's rights, and the rights of minorities. And I will stop there. Thank you, Madam Lamizana. Merci Marie pour cette introduction liminaire qui nous édifie sur le travail d'Islam et le contenu de la publication. Donc maintenant, je vais me retourner vers les panélistes, en commençant par Ariane. Ariane, à la suite de l'intervention de Marie, je vous invite à présenter brièvement le contexte des droits sexuels et des droits des femmes en Afrique de l'Ouest francophone. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie les autres panélistes et les différents participants. C'est un immense plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous. Sans plus tarder, je vais aller donc rapidement à la question que vous venez de me poser, qui a trait au contexte des droits sexuels et des droits des femmes dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ce contexte, de mon point de vue, peut s'analyser en plusieurs points. D'abord, dans un premier temps, on peut regarder le contexte socio-culturel et économique. Si on s'en tient uniquement à l'angle socio-culturel, on peut dire que le contexte des droits sexuels et des droits des femmes en Afrique de l'Ouest francophone, et plus particulièrement au Burkina Faso, est marqué par le patriarcat, donc qui est la domination du genre masculin sur le genre féminin. Et ce contexte-là maintient les femmes dans une sorte de soumission dans le cadre de l'exercice donc de leurs droits. Sur le plan économique, le contexte économique, on peut aussi remarquer que les femmes ont un pouvoir économique très, très faible comparé aux hommes. On dit généralement en Afrique, et je ne l'invente pas, que la pauvreté a un visage féminin.
Donc, ce contexte-là maintient aussi les femmes dans une sorte, en tout cas dans une infériorité, dans une subordination économique qui les empêche également de jouir pleinement de leurs droits. Si on regarde dans un second temps le contexte juridique, on peut dire aussi que il n'est pas favorable parce que on va voir dans nos lois des discriminations. Donc, il y a dans nos lois qui sont censées protéger équitablement tous les citoyens. Ces lois-là recèlent de plusieurs discriminations à l'égard des femmes, les maintiennent dans une position de soumission et de domination. On les voit aussi, par exemple, si on regarde particulièrement le Code des personnes et de la famille du Burkina Faso, on a plusieurs textes concernant, par exemple, le mariage, concernant la reconnaissance des mariages, concernant le nom de la femme mariée, concernant le partage de la communauté, le partage et la liquidation et le partage de communauté lorsque on arrive à un moment où l'annulation d'un mariage ou sa dissolution est recherchée. Et au-delà de ces lois, de ces dispositions légales qui sont clairement discriminatoires, parce qu'en les lisant, on peut aisément s'en rendre compte, on a aussi des lois qui ont une apparence plus neutre ou qui ont même une apparence protectrice des droits des femmes. Mais dans la pratique, lorsqu'on est amené à mettre en application ces lois, on se rend compte qu'en réalité, elles ne sont pas aussi neutres que ça, elles ne sont pas aussi protectrices des droits des femmes. On peut donc citer les textes qui concernent le droit des propriétés des femmes. Je reviens encore aussi aux dispositions relatives à la liquidation, partage des biens. Et tout ce contexte-là n'est pas véritablement donc favorable à la femme. L'autre point de vue aussi qu'on peut envisager, c'est un point de vue un peu administratif. Donc, on a les pratiques au sein de nos administrations qui portent atteinte même des fois aux droits des femmes. On peut revenir sur l'usage optionnel du nom du mari. Par exemple, le code dit que la femme peut décider de faire usage. Mais bon, dans la pratique, c'est devenu presque une obligation. Et on voit aussi des fois où une femme, par exemple, se présente devant des autorités pour des documents relatifs à son nom. On va demander soit la signature du mari, on va demander des documents et toutes ces pressions, toutes ces formalités discriminatoires maintiennent les femmes, de mon point de vue, dans un contexte, dans une sorte de tutelle. Voilà. Et du coup, on se demande à quel moment la femme est une personne majeure véritablement, puisque en étant jeune fille, elles vont être généralement sous le coup, la tutelle des parents, et mariées, les femmes vivent généralement sous une sorte de tutelle du mari. On peut envisager aussi le contexte politique. Pour le contexte politique, il y a aussi des engagements qui, de mon point de vue, sont des fois des engagements de façade, sont des engagements qui ne sont pas véritables parce que on voit des promesses aux femmes, et surtout lors des périodes électorales, parce que on comprend que les femmes sont majoritaires au Burkina Faso et donc sont quand même une population électorale assez importante pour les acteurs politiques. Donc, au moment des élections, elles vont avoir des promesses sur l'amélioration de leurs droits,
de plein d'avancement sur ces droits-là. Et en réalité, dans la pratique, on ne va pas voir grand-chose. Dans le même point de vue, j'aimerais citer aussi l'engagement que nos chefs d'État, nos représentants prennent des fois au niveau international. On voit que, par exemple, le Burkina Faso est presque champion de ratification de presque tous les instruments de protection des droits de femmes, de promotion des droits de femmes, des droits des minorités. Mais dans la pratique, on a beaucoup de textes, d'instruments qui ont été ratifiés et qui ne sont pas véritablement donc mis en application. Donc, de mon point de vue, cet engagement n'est pas véritablement en tout cas orienté vers l'avancement des droits des femmes. Au-delà de tous ces contextes qui sont généralement extérieurs à la femme, on peut parler aussi d'un contexte personnel, donc le contexte qui concerne la femme elle-même, comment elle se sent par rapport à l'exercice de leurs droits, les minorités, comment ils se sentent par rapport à l'exercice de leurs droits. Pour moi, et ce que je peux faire comme analyse de cette situation, c'est que les différents contextes extérieurs que j'ai eu à mentionner plus haut ont fini par créer chez ces personnes un contexte défavorable parce que toutes ces entraves qui les entourent ont fini par leur faire croire qu'il faut se résigner. Et donc, ces personnes-là ne vont pas forcément donc être promptes à dénoncer donc les violations de leurs droits et aussi en tout cas lorsque elles parviennent à le faire, elles ne sont pas généralement très engagées à continuer le litige jusqu'au bout. Donc c'est tout ce contexte-là, de mon point de vue, ne favorise pas donc les droits des femmes au Burkina. J'aimerais, avant de terminer, revenir sur le contexte juridique pour dire que on a j'ai parlé des lois qui sont des fois discriminatoires. J'aimerais quand même mentionner, et Marie l'a dit plus tôt, donc elle a mentionné le trafic des personnes. Donc, ce n'est pas des sujets qui sont vraiment très développés en Afrique de l'Ouest francophone et la plupart des victimes de ces trafics-là ne sont pas vues comme des victimes, sont plutôt vues comme des personnes délinquantes qu'il faut poursuivre. Donc, pour éviter donc, de s'exposer à ces poursuites, on va voir des personnes, généralement, ça va être des personnes qui travaillent dans le domaine du sexe et qui vont être enrôlés des fois de force dans un système et qui vont être exploités pendant longtemps sans pouvoir dénoncer, sans pouvoir signaler ces situations parce que ces personnes ont peur de ne pas avoir gain de cause, de ne pas avoir protection et plutôt d'être considérés comme les personnes délinquantes qu'on devrait poursuivre. Donc, c'est brièvement ce que je pouvais donc donner comme point de vue relatif au contexte des droits sexuels et des droits des femmes dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest francophone. Merci, Ariane. Je pense que votre analyse met l'accent un peu sur la situation très fragilisante de la situation des femmes et marquée par plusieurs contextes assez défavorables. Si je prends le contexte administratif, tant administratif, politique que le contexte même propre personnel aux femmes, et tout ceci n'arrange pas certainement la situation des femmes et crée, de mon point de vue, un environnement hostile aux droits des femmes. Je pense que malgré ce tableau peu réduisant, l'espoir est permis. Et cet espoir, on peut le constater certainement avec Karine, qui va nous partager l'expérience du mouvement des femmes en abordant certains des défis qui ont été soulignés par Ariane. Karine, si vous m'entendez, vous avez la parole.
Merci, Madame Lamizana, pour la parole. Pour ce faire, il faut dire que le contexte présenté par Ariane est, comme elle a dit, hostile aux droits des femmes et de la sexualité. L'analyse que l'on peut faire de ce contexte est qu'il s'agit d'aspects interreliés, de sorte que les défis rencontrés et les résultats obtenus sur un point donné impactent les autres aspects. Ce qui rend la tâche complexe pour le mouvement des femmes qui doit agir simultanément sur chacun de ces aspects pour obtenir le changement désiré. L'expérience du mouvement des femmes montre cependant que le premier défi sur lequel les efforts doivent être concentrés est le contexte juridique, duquel pourraient découler tous les autres changements souhaités. Cela n'occupe cependant pas le fait qu'une avancée rapide des changements sur les aspects socio-culturels, économiques et autres peuvent forcer des changements législatifs. Nous savons que ces changements n'arrivent généralement pas seuls, mais elles sont plutôt le fruit d'une lutte. Donc, je pense que le potentiel stratégique relatif au cas identifié est l'outil privilégié pour relever ces défis. Voilà un peu ce que je peux dire brièvement relativement aux défis évoqués. Karine, excuse-moi, on a un souci, on ne t'entend pas bien, ton son n'est pas bon. Oh, autant pour moi, ça va maintenant? Non. Vous m'entendez? Non, on ne te reçoit pas bien. Oh. Je sais pas, c'est quoi? Est-ce qu'on peut peut-être continuer, Madame Lamizana, tu peux peut-être prendre la prochaine question, le temps que Karine arrange son son et on va revenir à Karine après, parce qu'on ne l'entend pas bien. Bon, je suis désolée, parce que la juge aussi vient de se déplacer, je ne la vois pas. Alors, Cynthia, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend, on peut continuer. Oh. Peut-être il faudra que tu reprennes. On t'entend, Karine, ça va, merci. On peut continuer. Vous m'entendez maintenant? Oui. Vous m'entendez? Oui, Karine, on t'entend. On peut continuer, merci. Ok, donc je pense que c'est mieux que je reprenne. Oui, merci. Vous m'entendez correctement, j'espère. Oui, on t'entend. Ok. Voilà, je disais que le contexte présenté par Ariane est, comme elle a dit, est hostile aux droits des femmes et aux droits impactent les autres aspects. Ce qui rend la tâche complexe pour le mouvement des femmes qui doit lutter pour agir simultanément sur chacun de ces aspects, obtenir le changement désiré. Donc, l'expérience du mouvement des femmes
montre cependant que le premier défi sur lequel les efforts doivent être concentrés est le contexte juridique, comme l'a mentionné Maître Bem, duquel pourraient découler d'ailleurs tous les autres changements souhaités. Mais cela ne nous cependant pas le fait qu'une avancée plus rapide des changements sur les aspects socioculturels, économiques et autres peut forcer les changements législatifs. Donc, nous savons que ces changements n'arrivent généralement pas seuls, mais sont plutôt le fruit d'une lutte. Et je pense que le contentieux stratégique relatif à identifier est l'outil privilégié pour relever ces défis cités par Maître Bem. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur ces défis-là et je vous remercie. Bon, merci Karine, ça a été très laborieux. Je pense que les dieux de la technique sont lâchés certainement. Bon, le peu que j'ai entendu, je crois que tu dis que tous ces contextes-là sont des défis sur lesquels les efforts doivent être concentrés. Et le principal, c'est le contexte juridique, ce que j'ai retenu, et que le reste là pourront découler des changements souhaités. Maintenant, tu dis que tous ces changements qui sont intervenus doivent être sont les fruits d'une lutte. Je suis d'accord avec toi. Et que le contentieux stratégique doit nous permettre, relatif à l'identification des cas, et sera en tout cas l'outil privilégié pour relever ces défis. Donc, c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à ça, malgré la différence du son. J'espère que tu vas te faire assister par un technicien pour remédier un peu à l'handicap du son. Nous allons poursuivre avec Madame la juge Ouédraogo, qui s'était absentée un moment, on est désolé. Et Madame la juge Ouédraogo, vous avez été conseillère à la Cour d'appel de Ouagadougou. Présentement, vous êtes conseillère technique de Monsieur le ministre de la Justice. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure le système judiciaire a-t-il joué un rôle pour relever certains des défis mis en évidence dans la publication? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui a échoué? Je n'ose pas dire échoué, plutôt ça n'a pas marché parce qu'il y a toujours des tentatives de succès avec des difficultés. Donc, moi, je dirais qu'est-ce qui n'a pas marché plutôt au lieu de qu'est-ce qui a échoué. Vous avez la parole. Ok, bonjour tout le monde et merci pour cette occasion que vous me donnez pour m'exprimer par rapport à ce sujet. Comme vous le dites, je suis également une militante pour la promotion des droits de la femme. Concernant ce sujet et par rapport à la question qui m'est posée, je voudrais préciser que de la lecture du document de recherche de cas sur les genres et la sexualité que j'ai lu avec intérêt. Madame juge Rose, on a des échos. Oui. On a des échos. Bon, peut-être parce qu'il faut que je me déplace, peut-être aller dans une autre salle, parce que nous sommes dans la même salle. Ça doit être l'écho lié à cela. Je vais me déplacer. Ou bien si la présidente, c'est votre micro de l'écho. Non, voilà, puisque vous m'attendez à travers votre micro, c'est ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, je peux aller. Ok, d'accord, allez-y. Allô? Allez-y, on vous entend, on vous écoute. Allô? Ok, donc j'y vais alors. Si vous m'attendez,
Voilà, excusez-moi. Donc, je disais que du document que j'ai lu avec intérêt, ce que j'ai noté comme défi évident que je retiens pour ce panel d'aujourd'hui, c'est la provision de plaintes. La provision de plaintes pour les contentieux stratégiques. C'est un défi que j'ai noté. C'est la prise en charge des frais de procédure judiciaire, y compris l'assistance judiciaire pour les contentieux stratégiques, évidemment. C'est la problématique de l'exécution des décisions de justice, ce qui est noté ordonnance judiciaire parfois. Ce que j'ai également retenu, c'est la solution aux barrières socio-culturelles dans l'action en justice et enfin, la thématique des OSC et la politique. Voilà les défis que j'ai trouvés pertinents et sur lesquels je vais m'appesantir en faisant le lien avec notre système judiciaire pour voir le rôle que notre système judiciaire a pu jouer pour relever ces défis. Par rapport à la provision des plaintes pour les contentieux stratégiques, c'est un problème délicat parce que la plupart du temps, les victimes ne veulent pas porter plainte pour des raisons socio-culturelles. C'est difficile pour ces victimes, ces femmes-là, souvent d'aller en justice pour demander réparation de leur droit qui a été abusé. Sur ce point, nous avons eu une innovation avec l'adoption de nouveaux textes récemment qui donnent l'opportunité de contourner cette inaction de la victime par la dénonciation. Ça veut dire que notre système judiciaire permet que les OSC qui sont au courant d'une atteinte des droits des femmes puissent dénoncer ces faits-là au procureur qui a l'obligation d'ouvrir des enquêtes, de mener des enquêtes pour être informé, pour avoir plus d'informations et pour pouvoir par la suite, s'il y a lieu, engager des poursuites. Donc, c'est vraiment une innovation qui permet de contourner cette inaction des victimes et qui permet d'avoir un contentieux qui pourrait être stratégique lorsque cette atteinte-là des droits de cette victime-là peut faire école. Il y a aussi le fait qu'en portant plainte, les OSC peuvent assister, peuvent accorder une assistance judiciaire à la victime qui a porté plainte à travers l'appui d'un avocat. Aussi, ce qu'il faut aussi noter comme innovation qui permet de relever ce défi de manque de contentieux, c'est que nous avons eu une loi sur les violences faites aux femmes. C'est vraiment une innovation de notre système judiciaire parce qu'auparavant, c'était un vide, de telle sorte qu'il n'y avait aucune sanction par rapport aux violences faites aux femmes. Nous avons de nos jours une loi qui réprime les violences faites aux femmes. Et cette loi donne une définition de ce qu'on attend par la violence faite aux femmes et de tous les comportements qui entrent dans le cadre des violences faites aux femmes, notamment les violences liées aux droits sexuels et tout ce qui entoure la problématique, en tout cas des droits de la femme. Cette loi est une innovation qui permet de poursuivre. Cette loi a pénalisé les comportements constitutifs de violences faites aux femmes. Et nous pouvons toujours, au titre de ce que notre système judiciaire permet, ce qu'il offre pour relever ces défis, c'est qu'il faut signaler que nous avons adopté un pacte pour le renouveau de la justice. Et ce pacte-là a un plan d'action et la mise en œuvre de ce pacte-là a conduit à des réformes judiciaires de nature à rendre la justice beaucoup plus indépendante. Donc, cela permet également d'apporter un plus en matière de plainte, de pouvoir permettre aux juges d'instruire librement et de pouvoir
jugées sans qu'il y ait souvent des interférences, des interventions en matière de dossiers qui ont été des dossiers pour lesquels des femmes ont subi des préjudices. Comme deuxième défi que j'avais relevé, c'est la prise en charge des frais de la procédure judiciaire, et y compris l'assistance judiciaire. À ce niveau également, il faut noter que bien qu'on dise que la justice est gratuite, on le dit également que la justice a un coût. Voilà, la justice est gratuite, mais elle a un coût. Parce que lorsque il faut se faire assister par un avocat, il faut avoir de quoi payer les honoraires de l'avocat. Et ce que notre système judiciaire offre pour relever le défi de cette problématique, c'est qu'il y a eu l'adoption d'un fonds pour assister les personnes démunies. Nous appelons cela un fonds d'assistance judiciaire. Et ce fonds permet aux femmes, entre autres, qui n'ont pas les moyens pour se faire assister d'un avocat, de soumettre leur dossier à une commission qui va apprécier la recevabilité de leur dossier et leur offrir un avocat qui va les assister dans leur requête. Maintenant, le problème à ce niveau, c'est que la procédure pour accéder à cette assistance judiciaire gratuite-là est très lourde. Elle est très lourde parce qu'il y a tout un ensemble de documents que l'on demande, la preuve que l'on n'est pas capable de prendre un avocat, qu'on n'a pas suffisamment de moyens, et tout un tas de documents. Et généralement, c'est difficile pour les femmes, surtout les femmes en milieu rural, excusez-moi, de pouvoir obtenir ces documents-là et demander cette assistance gratuite. Il y a le fait aussi que la commission qui statue sur l'octroi de cette aide-là n'est pas suffisamment décentralisée. C'est une commission qui est logée au niveau des grands tribunaux, les tribunaux de grande instance qui sont dans les grandes villes. Donc, souvent, c'est difficile pour une femme de quitter un village, une zone lointaine, pour venir saisir cette commission et avoir gain de cause. Donc, ce qui fait que c'est difficile. Il y a également, comme autre défi, la non-exécution des ordonnances judiciaires, des décisions de justice. C'est vraiment une grosse problématique et malheureusement, notre système judiciaire n'arrive pas à trouver à relever ce défi. C'est un défi vraiment très pertinent parce que plusieurs fois, les femmes, elles vont en justice, elles ont gain de cause, mais à la fin, elles n'arrivent pas à exécuter leurs décisions, ce qui remet en cause tout le processus et décourage même celles qui voudraient par la suite emboîter le pas. Et c'est vraiment une problématique pour laquelle tout ce qu'on peut solliciter, c'est la volonté politique. La volonté politique, ou si on peut peut-être mener un plaidoyer pour avoir des textes qui puissent contraindre l'État à exécuter, parce que le problème souvent peut être résolu lorsque c'est un particulier qui doit exécuter la décision. Là, on pourrait prendre attache avec un huissier, un notaire, ainsi de suite pour l'exécution. Mais lorsque c'est l'État lui-même qui doit s'exécuter, lorsque la décision oblige l'État à prendre une décision ou à réparer sa faute, ça devient difficile lorsque l'État lui-même ne veut pas exécuter cette décision. Comme autre défi, nous avons les barrières socioculturelles dans l'action en justice. Comme je le disais tantôt, notre contexte socioculturel fait que c'est difficile pour une femme d'ester en justice, de demander réparation pour l'abus de ses droits. Et là, à ce niveau, comme je l'ai dit un peu plus loin, la dénonciation permet de contourner cette peur, cette crainte que la femme a pour aller en justice, en permettant que les OSC puissent dénoncer et en donnant l'obligation au procureur, une fois que les faits sont dénoncés, d'ouvrir une enquête pour instruire sur la question. Maintenant, l'autre défi qui reste pertinent,
c'est de permettre aux OSC de se constituer partie civile. C'est vrai qu'il y a une interprétation à ce niveau, mais la tendance est qu'au niveau de la justice, là, on rejette cette constitution de partie civile des OSC, de sorte que lorsqu'elle dénonce les faits, elle a du mal à suivre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer, il faut souvent suivre pour aider ou avoir un œil sur ce dossier-là et faire avancer le dossier s'il y a lieu. C'est un défi qui devrait, que l'on doit vraiment relever à ce niveau parce que notre système judiciaire a une faille à ce sujet. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui concerne cette première question. Et à la suite, je pourrai développer d'autres idées en lien avec cette thématique. Je vous remercie, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Merci, Madame la juge. Et vraiment, des défis, il en existe. J'ai retenu quelques principaux en lien avec les défis, en lien avec les barrières, que ce soit les barrières financières, parce que les femmes n'ont pas cette capacité financière, en tout cas, de tester leur dossier en justice. Et en lien également des barrières liées avec les procédures qui sont longues, vous avez eu à le mentionner, et également les barrières liées avec les barrières culturelles, vraiment sont assez importantes et qui minent un peu la vie des femmes. J'ai également relevé un autre défi, et pas moins important, qui est la non-exécution des décisions judiciaires. Si on se bat pour avoir des décisions judiciaires favorables aux femmes, aux droits des femmes, il faudrait que nous puissions travailler sur le suivi de ces décisions judiciaires pour qu'elles soient effectivement applicables. Donc, en dépit de tout ça, vous avez quand même relevé quelques points positifs en lien avec l'existence des lois sur les violences basées sur le genre, en lien également avec un pacte pour le niveau de la justice qui permet de rendre la justice plus indépendante, plus accessible. Et puis également, j'ai relevé une réussite assez importante qui est le fonds d'assistance judiciaire au profit des femmes de Guinée. C'est vrai que ce fonds a des insuffisances que vous avez soulignées, mais ce fonds a le mérite d'exister. Parce qu'après tout, malgré ces insuffisances-là, quelques femmes ont accès à ce fonds. Donc voilà en gros ce que j'ai retenu et je vous félicite. Maintenant, je voudrais revenir vers Ariane. Ariane, compte tenu du contexte dans lequel vous opérez, quelle opportunité voyez-vous dans la publication de ISRA sur la recherche de cas sur le genre et la sexualité pour l'avancement des droits sexuels et des droits des femmes dans l'Afrique de l'Ouest francophone? Je vous remercie, Madame la Présidente. Quand j'ai lu ce document, je voudrais d'abord, dans un premier temps, avant de répondre d'abord à votre question, j'aimerais féliciter ISLA pour cette publication. C'est vraiment un document, quand je l'ai parcouru, qui se laisse lire. Quand on commence un paragraphe, on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de savoir qu'est-ce qui vient dans les prochains paragraphes. Et c'est véritablement un document qui se laisse lire, comme je l'ai dit, et qui est parsemé de pas mal d'ouverture, de possibilités, d'opportunités pour la recherche des cas en matière donc, de droits des femmes et des droits sexuels. Si je peux me permettre de citer quelques sections, quelques paragraphes du document, j'aimerais revenir par exemple sur un point. Si on va à la section 3.1.1, cette section parle des victimes. Et cette publication a l'avantage de mettre en lumière les problématiques au niveau des victimes qui rendent difficile donc
la recherche des cas. Dans la publication, on a parlé de conscience juridique et ça peut se traduire en termes plus simples par l'ignorance, la connaissance des droits. Est-ce que les victimes connaissent leurs droits? Et comment ce manque de connaissance de leurs droits est une entrave pour la recherche des cas et comment on peut remédier à ce manque d'informations sur les droits qui pourrait donc faciliter la recherche des cas. Donc, dans le document, on a rappelé que la plupart des victimes manquent d'informations de ce qui est constitutif même d'une violation de leurs droits, de ce qui peut conduire à rechercher et en quoi l'État peut être responsable de l'effectivité des droits des personnes concernées. L'autre section que je peux citer aussi concerne les premiers intervenants. Quand j'ai vu l'expression « premier intervenant », qu'est-ce que ça veut dire? Dans le document, on a précisé ce que l'on entend par premier intervenant. Les premiers intervenants sont des acteurs auxquels les victimes vont s'adresser dans un premier temps. Donc, pour rechercher des solutions à leurs problèmes, pour rechercher des services, pour rechercher de l'aide. Il s'agit généralement de soins, de personnes qui sont spécialisées dans un domaine donné. On peut citer, par exemple, les agents de santé, on peut citer les travailleurs sociaux, les assistants juridiques, on peut citer les agents de police, qui sont des personnes qui généralement vont être les premiers contacts des victimes lorsque elles sont à la recherche d'une solution. Mais ces premiers intervenants-là, lorsqu'ils ne sont pas bien outillés, peuvent être une entrave considérable donc, à la recherche des cas. Parce que ces personnes qui, par leur attitude, par leur parole, par leur comportement, peuvent faciliter ou décourager la recherche des cas. Par exemple, prenons l'exemple d'une femme victime de violences domestiques qui, après hésitation, finit par prendre quand même son courage à deux mains pour s'adresser aux officiers de police judiciaire. Le comportement de ces officiers-là est très déterminant. Mais par exemple, si je prends l'exemple du Burkina Faso, on va voir des officiers qui vont se permettre des commentaires décourageants, qui vont même demander, ben, madame, pourquoi votre mari vous a battu, par exemple? Ben, c'est parce que vous parlez trop, vous les femmes, vous parlez trop, ou en tout cas des commentaires qui peuvent décourager ces victimes-là. On a des victimes de viol, des victimes de viol qui peuvent également être découragées parce qu'au lieu de leur offrir de l'aide, on va leur reprocher d'avoir eu des comportements qui ont amené l'auteur de l'infraction à s'en prendre à elle. On a aussi des cas où des policiers, concernant par exemple les droits sexuels, où des policiers ont gardé en détention des gens qui ne sont pourtant pas des délinquants au sens de la loi pénale parce que ces comportements-là ne sont pas punis par nos lois, mais simplement à cause de nos considérations sociales. Donc, l'opportunité sur ce point, c'est d'outiller ces acteurs. C'est de les outiller parce que c'est vraiment le premier point de contact et de les former, de les sensibiliser à ces droits-là pour que leur comportement ne soit pas une entrave. Et deuxièmement, lorsqu'on vient, toujours pour ce qui concerne les premiers contacts, lorsque l'on vient à s'intéresser à un cas précis et à vouloir même engager un litige, ces premiers contacts aussi sont des sources de documentation importante. Par exemple, on peut avoir des documents, des rapports de santé, on peut avoir des documents qui sont essentiels pour la preuve. Et ces premiers contacts-là
ont cette possibilité de recueillir les preuves qui peuvent servir donc au lancement d'un litige, mais pour que ces personnes soient utiles à tout cela, il faut qu'elles soient sensibilisées à leur mission. L'autre point, section du document que j'ai aimé et qui est très formateur et qui s'adresse donc aux avocats. Il y a une section 3.1.3 qui s'adresse aux avocats. Ces avocats qui sont généralement des personnes qui sont supposées, mes collègues, nous sommes supposés à travers notre formation, notre engagement et notre vocation à quand même être des acteurs qui vont promouvoir les droits des plus faibles, donc des minorités, des droits des personnes démunies. Ce que qui a attiré mon attention dans la publication, c'est d'abord une mise en garde, parce que de par notre formation, de par notre état d'esprit, le document a traduit l'état d'esprit des avocats comme étant un état d'esprit positiviste. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les avocats, surtout dans le contexte de l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone, ont tendance à pratiquer le droit tel qu'il est. Donc, quelqu'un se présente à nous, on regarde, on dit, OK, voilà ce que la loi dit, on ne peut rien faire, c'est ce que la loi dit. Et donc, nous n'avons pas tendance à pratiquer le droit tel qu'il devrait être. L'opportunité qui se présente ici, c'est d'outiller les avocats de sorte à ce que nous pratiquions le droit tel qu'il devrait être et non tel il est. Par exemple, dans les services courants qu'on donne en matière d'aide juridique, on va conseiller les clients en fonction de la loi, même si des fois cette loi pose problème, même si cette loi est discriminatoire, même si cette loi est profondément injuste, on ne va pas essayer d'aller au-delà pour dénoncer même cette loi-là. Donc, l'opportunité qui s'offre, c'est que nous puissions voir, outiller les avocats qui s'intéressent donc à ce domaine, comment pratiquer autrement le droit. Voilà. Et toujours pour ce qui concerne les avocats, on a aussi une opportunité de former les avocats pour qui voient l'angle stratégique des litiges dans lesquels on peut s'engager. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une publication qui peut vraiment ouvrir l'esprit des praticiens du droit et qui peut aussi aider dans la recherche des cas, parce que on l'a vécu l'expérience avec dans le cadre de notre partenariat avec Voix des femmes. Des fois, on a même sous la main des causes qu'on veut poursuivre, des causes qu'on veut voir avancer, sans savoir si on n'est pas bien informé, si on n'est pas bien outillé, que ces causes-là, causes-là peuvent être engagées sous un angle stratégique. Donc, vraiment, ce sont ces points que je retiens et il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Et d'autres aspects que je veux soulever ici concernent donc aussi, ça peut concerner aussi les facteurs socioculturels, parce que la publication rappelle que même lorsque on perd une cause, lorsqu'on perd un dossier qu'on engage sous un angle stratégique, ce n'est pas forcément un échec, parce que ce dossier, cette cause aurait eu l'avantage de créer un dialogue féministe entre les victimes et le tribunal. Et même si à l'instant donné, on n'a pas le résultat escompté, on peut voir ce dossier comme étant une graine qu'on a semée et cette graine-là va porter des fruits tôt ou tard. Et ce dialogue-là est important et ce dialogue aussi va s'établir entre les victimes
et les tribunaux, entre les tribunaux et la société civile en général. Donc, ce sont là les différents points que j'ai pu, et comme je l'ai dit, il y en a beaucoup parce que le document la publication a vraiment bien détaillé ces opportunités-là et on peut en citer davantage. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci. Merci, Ariane. À mon tour, je voudrais, à la suite de ton commentaire, relever 3 points essentiels. D'abord, la sensibilisation par rapport à ces lectures, la sensibilisation des victimes pour élever leur conscience juridique et pouvant les permettre de connaître leurs droits. Il y a également la formation des acteurs en matière de droits de défense des droits des femmes auxquels les victimes ont recours. Il y a enfin le renforcement des capacités des avocats pour qu'ils puissent pratiquer le droit autrement. Vraiment, merci pour ces commentaires, merci pour ces suggestions, merci pour ces opportunités que tu viens de relever dans le document. Donc, je vais me retourner vers Karine. Karine, compte tenu du contexte dans lequel vous opérez, quels obstacles prévoyez-vous dans l'opérationnalisation de la publication d'ISLA sur l'identification des cas du genre et de sexualité pour l'avancement des droits sexuels et des droits des femmes dans l'Afrique de l'Ouest francophone? Vous m'entendez correctement maintenant? C'est bon. Merci, Madame Lamizana, pour la parole. D'abord, pour commencer, permettez-moi d'insister que les litiges stratégiques sont aujourd'hui même une nécessité pour être utilisés, pour revendiquer vraiment les droits de ces femmes-là. Mais bien entendu que pour mener les litiges stratégiques, il faut d'abord procéder à la recherche de cas. Voilà, il faut avoir un cas sous la main. Maintenant, compte tenu du contexte, notre contexte actuel, le contexte même dans lequel nous opérons, je peux essentiellement mentionner quelques défis que nous pouvons généralement rencontrer lorsque nous sommes à la recherche de ces cas-là. D'abord, je veux même préciser que je veux m'attarder un peu sur le point que Maître Gwem a eu à évoquer, parce que c'est un constat réel. Il y a un manque d'autonomie juridique chez la majorité des femmes dans le contexte dans lequel nous opérons. C'est-à-dire, en d'autres termes, la plupart des femmes ne constituent même une violation à leurs droits. Et ils ne savent même pas qu'ils devraient, que cette violation-là peut les donner le droit de réclamer une réparation légale. Pourtant, il se trouve que pour pouvoir mener des litiges stratégiques, il faut au préalable avoir la détermination de la personne, de la victime même. Il faut sa détermination, il faut sa volonté et il faut qu'elle-même elle soit à mesure d'identifier son cas comme une violation. Mais malheureusement, on voit que la plupart des femmes ne sont pas capables d'abord de faire cela. Donc, ça constitue un obstacle dans la recherche des cas. Voilà. Donc, aussi, je veux, comme deuxième obstacle que je pourrais mentionner, c'est le risque de marginalisation des acteurs de cette lutte. Parce que ces acteurs-là sont dans un contexte où les droits des femmes sont marginalisés, sont minimisés, si je peux le dire. Et donc, pour quelqu'un qui se lève pour défendre les droits d'une personne dont on pense même que elle ne mérite même pas de juger de ces droits-là, cette personne, à la fois avec la victime, a tendance à être marginalisée par la communauté. D'autant plus que devant les juridictions modernes, il est considéré
comme inacceptable. Il est considéré comme inacceptable pour les communautés et les familles que la femme ait réclamé justice devant ces juridictions modernes-là. Donc, voilà le deuxième point que je une stigmatisation sociétale qui a même tendance à normaliser, à désensibiliser les violences dont les femmes subissent. Voilà, on lui fait croire que en fait c'est normal parce qu'en tant que femme, elle doit accepter ça, c'est sa position, donc elle n'a pas le droit de se plaindre. On normalise même sa situation. Donc ça, c'est les pesanteurs socioculturelles. Par exemple, dans la communauté, au sein d'une communauté, c'est elle qui va déterminer la place de la femme au sein de la société, et c'est elle qui peut aussi dire ce que la femme doit faire ou pas faire. C'est elle qui dicte les gestes, les gestes et les actions de cette dernière-là. Donc, bien évidemment qu'elle va peser même sur sa détermination à réclamer la justice, surtout devant les juridictions modernes. Donc, dans un tel contexte, on peut évidemment voir la peur d'être évincée par la famille. La victime a généralement peur d'être évincée par sa famille ou même le risque de représailles et les pressions de sa communauté qui généralement la contrarient et l'empêchent même d'intenter un recours judiciaire. Et bien évidemment que cela a des implications en termes de sûreté, en termes de sécurité, en termes de stigmatisation et d'éventuelles réactions négatives qui ont toutes des implications, qui sont toutes des implications socio-culturelles qui affectent la capacité du client potentiel, comme on le dit, voilà, à reprendre une vie normale pendant ou même après le procès. Voilà le défi des pesanteurs, les défis que posent les pesanteurs socioculturels dans la recherche des cas. Aussi, ce que je pourrais ajouter, il y a la lecture erronée des litiges stratégiques par la majorité, parce que la plupart des gens pensent que les litiges stratégiques sont uniquement utilisés pour attaquer directement l'État. Donc, par conséquent, il y a certaines structures publiques même qu'on aurait pu collaborer parfaitement avec eux pour avoir des cas, des cas potentiels, des vrais cas même pour ces litiges stratégiques, mais qui ne seront pas prêts, qui ont de la méfiance à collaborer avec nous. Parce que pour eux, on est en train de vouloir attaquer la responsabilité de l'État, on est en train de vouloir saboter la position de l'État. Voilà que cette lecture erronée aussi des litiges stratégiques qui pourrait constituer un obstacle. Parce que il faut bien préciser que sans ça, la collaboration avec ces structures publiques-là allait être un très, très grand avantage. Voilà. Et aussi, je reviens sur un autre point que le maître a aussi précisé, c'est relativement aux avocates qui ont généralement un état d'esprit positiviste de la loi. Selon eux, c'est la loi, il faut l'appliquer comme ça. Et généralement, quand ils ont une cliente sous la main, ils ne font pas l'effort de remettre en question la loi pour même faire paraître la discrimination que la loi même est en train de causer à cette personne, pour vraiment remettre en cause cette responsabilité de l'État. Mais plutôt, ils vont dans le sens juste de leur offrir les services d'aide juridique dont elles réclament sans cette remise en cause-là. Parce que selon eux, c'est la loi, ça doit être comme ça. Voilà, donc il y a aussi cet obstacle-là que je veux vous mentionner, bien que Maître Bouem l'a mentionné. Il faut aussi ajouter qu'en matière de contentieux stratégique, l'accent est mis sur des considérations juridiques qui ne sont pas centrées sur la victime. Voilà, on voit plus l'intérêt public que celui de la victime. Donc, par conséquent, aucun soutien holistique
pour ces victimes-là. Alors que généralement, quand une femme est violée dans ses droits, elle est basculée facilement vers un contexte de nécessité qui réclame une médiation à l'immédiat. Mais malheureusement, on voit que dans le cadre des litiges stratégiques, ils sont plus concentrés sur l'intérêt général, l'intérêt même du groupe auquel cette dernière appartient. Donc, on fait voile sur cette dernière et on regarde l'intérêt général. Alors qu'à l'immédiat, dans le contexte que cette victime se trouve, il est nécessaire, même exigé, de répondre au préalable ces besoins holistiques-là, qui va lui permettre de participer de façon éthique et de façon significative. Bien entendu que quand elle est vraiment troublée, côté moral, psychologique, elle se sent en insécurité, elle n'aura pas cette paix-là de pouvoir continuer à mener ce contentieux, surtout que ça ne parle pas directement sur elle, ses intérêts. Donc, voilà aussi l'erreur du contentieux stratégique. Il faut aussi préciser que les contentieux stratégiques sont luxueux, luxueux en temps. C'est luxueux en temps. Ça peut prendre généralement du temps. Et vu que ça peut prendre du temps, imaginez un peu une personne qui est brisée dans ses droits et qui va vite recourir les premiers intervenants, comme l'a précisé Maître. Et une fois là-bas, vraiment, elle gagne les soins, mais en retour, elle voit que ces derniers sont plus penchés sur son groupe que sur elle-même, alors qu'elle-même, elle n'est déjà pas en sécurité. Voilà, donc il y a cette erreur-là. Et une fois que son cas est pris en compte, elle reste longtemps dans l'insécurité pendant qu'on cherche à résoudre un intérêt, on cherche à résoudre un problème d'intérêt général. Alors que c'est son cas même qui a nécessité vraiment, qui a donné l'occasion, l'opportunité de cette mobilisation. Donc, il est important de prendre d'abord en considération les intérêts de la victime pour la permettre d'être stable, participer, vu que les contentieux stratégiques sont coûteux en temps, quel que soit le temps que ça va prendre, elle sera partante, elle sera participante pour collaborer. Sinon, au fil à la longue, elle risque de renoncer. Voilà. Donc, voilà les obstacles vraiment en quelques mots que je peux mentionner, qui est d'abord le temps luxueux relatif au contentieux stratégique, l'esprit très positiviste des magistrats à l'égard de la loi et la lecture erronée des litiges stratégiques par la majorité, surtout dans le contexte dont nous nous situons, et aussi les pesanteurs socio-culturelles, surtout ce côté-là. Vraiment, ça influence beaucoup ces victimes-là et ça les empêche souvent de préférer des cas. Et enfin, le risque de marginalisation des acteurs et aussi le manque d'autonomie juridique. Voilà les obstacles que moi je peux prévoir dans notre contexte, qui peut vraiment bloquer la recherche et le maintien des cas que nous pouvons vraiment utiliser. OK, ça a commencé récemment ou bien c'est depuis que j'ai commencé? Allô, Cynthia, vous m'entendez? Moi, je vous entends bien, merci. Vous m'entendez, Cynthia? Je vous entends bien. Je vous entends. Tu peux continuer. Vous me recevez maintenant? Je vous reçois. Vous pouvez continuer. OK. Donc, vous voudrez que je reprenne toute la question, en fait? Non, c'est bon. Vous pouvez juste continuer. OK, OK. Je m'excuse vraiment pour la connexion qui est un peu défectueuse. Je m'excuse énormément. Donc, je disais à ce niveau-là que c'est vraiment un obstacle que je veux reprendre
après même que Maître Bouem l'ait mentionné, c'est un vrai obstacle que moi, je perçois qui pourrait vraiment bloquer la recherche de cas. Voilà. Les avocats sont, pour la plupart, les avocats ont un esprit positiviste de la loi. Ils ont du mal à contester la loi. Ils ne reconnaissent pas les préjugés sexistes inscrits dans la loi ou les effets discriminatoires qui en découlent. Voilà. Ils se contentent généralement de juste donner leur prestation de service d'aide et de les faire. Je me trouve vraiment lésée. Je trouve que Karine, les on failles de t'entend cette loi. plus. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vas-y, parle, on t'entend maintenant. Ok. Ok, désolé, vraiment. Désolé. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a l'esprit positiviste des avocates vis-à-vis de la loi, qui pensent qu'elle est comme ça, donc c'est la loi, alors que la loi, elle est élaborée par des humains qui sont en eux-mêmes imparfaits, qui sont, d'ailleurs, ces mêmes humains-là sont à la cause des violences des femmes. Donc, probablement il peut arriver que ces personnes, ces humains-là aussi, élaborent des lois qui sont un peu, qui comportent des failles. Donc, c'est nécessaire que les avocates vraiment annulent, arrêtent d'avoir ce point de vue positif de la loi. Voilà, donc ils se contentent généralement de donner leur prestation de service à la cliente et même quand cette dernière répète en disant que non, pourquoi ça doit être comme ça, normalement c'est comme ça, on a fait ci comme ça, ils vont juste répéter à cette dernière que c'est la loi qui est comme ça. Alors qu'il fallait juste vraiment mentionner le caractère, remettre en cause les failles de cette loi-là pour que cette victime soit en quelque sorte prise en compte et puis satisfaite des résolutions qu'on va lui accorder. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Hein? Donc, après ce point, le dernier point était qu'il faut ajouter qu'en matière de contentieux stratégique, il y a le coût du temps. Voilà, les contentieux stratégiques sont luxueux en temps. Voilà. Mais malheureusement, la victime, lorsque le cas de la victime est retenu, voilà, on prend plus le temps pour résoudre son problème sous l'angle de l'intérêt public que sous l'angle de l'intérêt même de la victime. Et vu que ces litiges stratégiques prennent du temps, cette victime reste vraiment dans un contexte de vulnérabilité parce que sa situation crée généralement de la nécessité, sa situation lui crée une situation de nécessité qui exige vraiment une remédiation, une réponse à l'immédiat. Voilà. Mais malheureusement, le temps que le contentieux prend va influencer son intérêt et aussi le fait que ce contentieux stratégique est penché plus sur l'intérêt public, cela va faire que cette dernière reste longtemps dans sa vulnérabilité pendant qu'on utilise elle-même son cas pour se pencher sur le groupe auquel elle appartient. Je pense que ça, c'est un obstacle parce que généralement, cette dernière n'arrive pas à participer de façon éthique et significative à la résolution de son cas. Voilà, dans le cadre du contentieux stratégique, voilà, elle n'arrive pas, elle ne va pas tenir parce que son état moral, psychologique est perturbé. Donc, elle n'a pas cette potentialité, cette capacité de maintenir aussi longtemps que possible pour suivre la durée du contentieux, quel que soit le temps que ça sera résolu, pour suivre cette durée, tout en restant dans son contexte vulnérable, c'est un peu difficile. Donc, généralement, elles finissent par renoncer. Voilà, elles finissent par renoncer. Donc, ça, c'est vraiment un obstacle vraiment à la recherche et au maintien même des cas de litige stratégique. Donc, voilà un peu, je suppose que ce sont ces points-là que vous avez manqué parce que à cause de la mauvaise connexion. Voilà, et j'espère que vous m'avez entendu correctement. Je remercie Madame Mariam Lamizana pour la parole. Je vous remercie.
Merci Karine pour ce coup de cœur, j'allais dire comme ça, ou un coup de gueule, parce que vraiment on sent un peu de rage dans ton cœur par rapport à une situation. Je pense que le décor a été campé. Le décor a été campé et des propositions pertinentes ont été faites. Et je répète, pour lever ces obstacles-là, il faut la sensibilisation. Nous devons travailler en amont. Pour l'identification des cas, que ce soit même pour l'application de l'outil d'impact stratégique, il faut un travail de fond en amont, la sensibilisation des victimes, la formation des acteurs et le renforcement des capacités des avocats. Parce que, heureusement, nous n'avons pas l'ensemble des avocats qui ne constituent pas un peu le cliché que tu viens de décrire. Nous avons des avocats qui sont engagés pour la cause des défenses des droits des femmes. Nous avons des avocats qui de plus en plus s'intéressent au litige d'impact stratégique, à cette stratégie-là. Donc, il nous revient à nous, acteurs, de les approcher et de les outiller, de les informer, et afin qu'ils puissent agir dans le sens souhaité et pour l'avancement des droits sexuels et des droits des femmes. Donc, moi, je pense que l'engagement des acteurs est un facteur déterminant pour l'avancement des droits sexuels et des droits des femmes. Donc, nous allons poursuivre. Donc, vous venez d'écouter toutes ces opportunités, ces défis qui viennent d'être présentés. Et on ne peut s'empêcher de se poser la question, à savoir dans quelle mesure existe-t-il un environnement favorable tel que des mécanismes législatifs, administratifs et judiciaires pour les litiges stratégiques féministes dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest afin de faire progresser les droits sexuels et les droits des femmes. Madame la juge Drago, que pouvez-vous nous dire là-dessus, vous qui êtes une actrice du système judiciaire burkinabé? Ok, merci bien, Madame la Présidente. Okay. Donc, par rapport à l'environnement administratif, législatif et judiciaire, il faut dire que, de manière générale, nous avons un bon environnement, que ce soit législatif, que ce soit judiciaire, et pour l'environnement administratif, j'en viendrai, parce que vous savez qu'on a toujours félicité le Burkina Faso pour sa ratification aux différents textes en faveur des femmes, en faveur des droits humains. Donc, à ce sujet, il faut le dire, notre système législatif, c'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais on a mené des études pour relever les insuffisances que comporte cette tenu compte des violences faites aux femmes, de sorte que le nouveau code pénal pénalise tout ce qui est discrimination, tout ce qui est violence faite aux femmes. Et dire en ce qui concerne aussi le système judiciaire, c'est que nous avons un bon environnement judiciaire qui permet de porter les plaintes, qui permet de poursuivre les auteurs des actes de violence. Il faut relever qu'à l'occasion de l'adoption de la loi sur les violences faites aux femmes, on avait fait une grande innovation en créant des chambres spécialisées pour poursuivre, pour juger, pour instruire et juger des cas de violence faites aux femmes. Malheureusement, en faveur de l'adoption du nouveau code de procédure pénale, puisque le nouveau code de procédure pénale a repris les dispositions de cette loi-là, on a abrogé ces dispositions qui créaient ces chambres spécialisées dans le traitement des cas de violence faites aux femmes. C'est vraiment dommage, c'est un recul, mais je pense qu'on peut toujours
et espérer que les prochains jours, on aura cette loi qui va créer ces chambres. Parce que ce qui a été reproché à la loi, c'est que nous n'avons pas, dans le processus d'adoption-là, pris suffisamment de précautions pour être sûr que cette procédure, nouvelle procédure en matière de traitement des dossiers de violences faites aux femmes-là, était compatible avec l'organisation judiciaire. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Ce qui se pose avec notre environnement, je dirais que c'est plutôt le problème des acteurs qui sont dans cet environnement législatif et judiciaire. Ces acteurs qui sont souvent, qui portent les germes de ces pesanteurs socioculturels-là, qui entravent souvent la mise en œuvre correcte de certains textes, même si ces textes ont des insuffisances. Si on mettait correctement en œuvre ces textes-là, ça allait être une opportunité pour l'effectivité des droits des femmes. Je prends en exemple les dispositions qui autorisent l'avortement légal. Nous savons que dans certaines conditions, la loi autorise qu'une femme puisse interrompre la grossesse. Mais dans la réalité, on est confronté à une situation qui s'avère être plus un obstacle humain qu'un obstacle législatif. Parce que lorsque on a essayé de suivre ces dossiers qui ont été envoyés pour demander l'autorisation de la justice pour interrompre la grossesse, on se rend compte qu'il y a un ping-pong qui se fait entre les acteurs de sorte que chacun ne veut pas prendre la décision. On dit que non, la décision revient à telle personne, la décision revient à telle personne, alors que la loi était suffisamment claire. On se rend compte que c'est plus et que personne ne veut prendre cette responsabilité de donner une décision qui interrompt la grossesse. Donc, à ce niveau, l'obstacle est beaucoup plus humain que législatif ou judiciaire. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement administratif, bon, on ne peut pas sortir hors du cadre de la situation politique du pays, qui fait qu'à ce niveau, on est permanemment en recommencement. Ça veut dire que les structures mises en place, le cadre institutionnel connaît chaque fois des changements lorsque il y a une perturbation au niveau de la politique. Je veux parler de coup d'État ou de changement de régime. On a cette perturbation-là qui fait que le cadre institutionnel est plus ou moins instable. Parce que de nos jours, on a des structures qui sont prévues, si je prends le cas du secrétariat permanent du Conseil national sur le genre, le SP-CONAP-genre, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secrétariat permanent, mais plutôt un secrétariat technique avec ce que cela renferme comme notion, comme portée. Quand c'est un secrétariat technique, c'est différent que lorsque c'est un secrétariat permanent. Donc, c'est à ce niveau, il y a des changements qui viennent souvent perturber même le fonctionnement du cadre institutionnel mis en place pour la mise en œuvre des droits de la femme. Mais il y a un comité qu'il faut préciser. Nous avons un comité de suivi de la mise en œuvre des engagements pris en faveur des femmes. Ce comité existe et ce comité est un bon cadre administratif pour vraiment suivre l'évolution de la mise en œuvre des engagements en matière des droits des femmes. Mais je voudrais également, revenant sur le document, je reconnais avec Maître Gouem que c'est vraiment un document qui se laisse lire, c'est agréable. Et ce qui a retenu la justice, même si ça n'aboutit pas, l'avantage, c'est d'ouvrir les débats sur le sujet. Et c'est vraiment très pertinent. C'est au niveau de la 11e page, le 4e paragraphe.
après un dossier qui passe sur un thème sensible des droits des femmes, ne serait-ce que la causerie, les débats, les arguments qui seront apportés devant le juge, tout ce qui va être dit, développé, et plus tard, les médias peuvent se saisir de ce dossier pour en faire un tapage qui permet de sensibiliser en même temps sur le sujet. Donc, c'est très bien les contentieux stratégiques sans qu'on espère, même si l'aboutissement n'y parvient pas, le fait d'aller en justice, de porter l'affaire et d'argumenter, c'est quelque chose qui permet de bousculer et de changer peut-être les mentalités. Donc, à ce niveau, je pense que c'est une bonne chose que je tenais à relever. Et voilà ce que je pouvais dire pour l'environnement législatif, judiciaire et l'environnement administratif. Je profite de rebondir sur un thème qui a été développé dans le document par rapport à la dépolitisation des ONG et autres acteurs de la société civile. C'est vraiment un paragraphe que j'ai lu avec un grand intérêt, mais je me pose la question si est-ce que on pourrait encourager les ONG à aller vers la politique pour faire bousculer les choses. Parce que quand on lit le paragraphe, on sent que c'est pour s'interroger sur cette sortie des ONG de la sphère politique. Le fait que les ONG soient dépolitisées, si ça n'entrave pas un peu l'avancée de la mise en œuvre des droits des femmes. Bon, si je prends notre loi ici, avec la liberté, nous avons une loi qui autorise la création des associations. La liberté d'expression, en tout cas, a été reconnue à travers une loi. Mais si cette loi, si on veut tenir compte de ce paragraphe, la question va se poser à savoir si cette OSC va rester toujours dans le cadre de la loi qui la reconnaît. Quand on lit les dispositions de cette loi, c'est sûr qu'on exclut les OSC du domaine politique. Maintenant, s'il faut encourager les OSC à aller dans ce domaine-là, est-ce que ça ne va pas poser le problème avec la loi qui autorise la création de ces associations en assignant leur rôle et leur mission dans leurs objectifs. Donc, j'en ai fini avec ce sujet, Madame la Présidente. Merci, Madame la juge. Je voudrais avec la dépolitisation des ONG. C'est vrai que la loi qui met en place les associations, elle est assez claire. Et maintenant, s'il y a une passerelle, je pense qu'il s'agira pour les associations de changer de dénomination et d'objectif. Mais néanmoins, bon, on peut rester dans le contexte de la loi et tout en étant des militants individuels pour porter la cause politique et faire avancer les droits des femmes. Donc, je vois la situation ici. Donc, vous avez en tout cas bien campé le décor par rapport à l'environnement. Vous avez trouvé qu'il y a un bon environnement favorable sur tous les plans. Et je suis d'accord avec vous, avec les deux problèmes importants évoqués. Au niveau des acteurs qui constituent en quelque sorte une entrave ou un obstacle à la mise en œuvre des applications de ces décisions judiciaires. Et également l'obstacle en lien avec la législation, la perturbation, si j'allais dire, en lien avec la situation sociopolitique du pays qui crée toujours un changement, une perturbation dans la nomenclature administrative. Ça, c'est un peu lié à l'insécurité administrative. Donc, nous allons poursuivre. Je regarde ma montre, on a un peu dépassé l'heure. Donc, je vais inviter à cette étape de nos échanges les participants à commencer à formuler leurs questions et à les poser dans la section discussion. Donc, je reviens vers chacun des panélistes maintenant en leur demandant d'être succinct compte tenu de l'heure qui avance. Et Ariane, en 2 ou 3 minutes, 1 minute, 1 ou 2 minutes,
pouvez-vous nous dire, compte tenu des échanges que nous avons eus jusqu'à présent, et décrire un peu le bon client dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest francophone? Qu'est-ce que vous entendez par le bon client en tenant compte des échanges? Vraiment rapidement, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais faire l'effort d'être succincte comme vous l'avez demandé. Votre question se situe donc peut-être amenée à ce que vous avez dit à l'entame de ce webinaire, l'identification des cas. Et c'est le sujet de cette publication qui a fait l'objet de ce panel. L'identification du bon client, donc, se trouve donc dans l'aspect recherche des cas. Quand j'ai lu le document relatif à la publication, j'ai eu quand même des sourires sur ce qu'on peut penser du bon client. Et j'ai reconnu les paroles de Sibongile lorsque elle a abordé cet aspect dans l'introduction de la publication, et quand elle a posé la question de savoir est-ce que les clients, donc les demandeurs, les personnes dont nous allons porter la cause, doivent être des héros accidentels, doivent être présentés par hasard, ou bien il y a quand même un travail de sélection à faire. Il est vrai que nous sommes en recherche des cas de litige stratégique, mais on ne doit pas occulter le fait que le bon client, que tous les cas que nous rencontrons ne sont pas forcément appropriés pour un litige stratégique. Et j'ai aimé le fait que Sibongile ait souligné cet aspect-là dans l'introduction du document. Et comme tous les clients, tous les demandeurs ne sont pas forcément des clients appropriés pour un litige stratégique, on doit se questionner donc, et je reviens à votre question, Madame la Présidente, on doit se questionner donc de savoir qui est le bon client. Et nous avons eu l'occasion, à travers cette publication et à travers des formations aussi avec Isla, d'en savoir davantage, et je vais partager avec vous quelques critères de ce que on peut considérer comme étant en tout cas les critères d'un bon client. D'abord, vous l'avez chacune des panélistes l'ont dit tour à tour, hein, Karine l'a souligné, Madame la juge Ouedraogo aussi l'a souligné. On doit se demander, est-ce que le client qui est demandeur dans notre dossier est prêt? À quel point cette personne-là est prête pour s'engager dans un processus de litige stratégique. Et pour s'engager, il faut que la personne ait quand même une bonne compréhension du litige stratégique, sache les impacts que le litige stratégique peut avoir sur sa vie, et aussi le temps que ça va prendre. Et Karine est revenue longuement là-dessus, le temps que le litige stratégique peut prendre est généralement assez long, et il faut que cette personne ait cette compréhension et que la personne qui s'engage soit prête à vivre avec ce long processus. Donc ça, c'est un des critères. Et est-ce que le deuxième critère, c'est est-ce que cette personne est à la volonté de s'engager. Des fois, et je reviens encore à ce que Karine a dit, bon, on peut avoir des personnes qui ont juste un cas et qui cherchent juste la solution de leur problème, sans plus. Alors que nous savons que le litige stratégique va au-delà de l'intérêt individuel, va au-delà de l'intérêt d'une seule personne pour englober l'intérêt général, l'intérêt public. Donc, il s'agit de savoir si cette personne est prête. Donc, on va des fois rencontrer des cas
qui sont potentiellement stratégiques, mais le client, la cliente ne veut pas s'engager. La cliente recherche juste une solution momentanée à son problème. C'est généralement le cas dans les dossiers de violence domestique. C'est le cas des clients, des homosexuels, des fois qui sont confrontés à un problème, mais qui ne veulent pas non plus s'afficher avec un dossier, mais qui cherchent juste un accommodement. Voilà, un accommodement et vivre, afin de pouvoir vivre avec leurs problèmes, en tout cas momentanément. Donc ça, c'est le deuxième critère. L'autre critère, c'est la motivation et l'attitude. Et je pense que ça se rejoint. Ça se rejoint sur l'aspect volonté. Quelle est la motivation de cette personne? Est-ce que cette personne est assez motivée pour porter ce dossier qui va au-delà de sa personne et qui va englober une communauté, un pays dans son entièreté. On peut aussi se demander, est-ce que le client que nous avons, le bon client aussi, est le client qui est supporté par des mouvements, qui est supporté par des mouvements qui luttent, qui ont les mêmes objectifs que lui. Est-ce que ce client-là est supporté ou pas? Ou s'il n'est pas supporté, est-ce que à notre sein, comment on peut trouver ce support-là pour le client afin qu'il puisse être à même de faire face au processus. On peut également se demander les besoins qui englobent le litige. Et ces besoins-là sont assez déterminants aussi pour qu'on puisse bien cibler le client approprié. Donc, il s'agit des fois des besoins qui ne concernent pas forcément les aspects juridiques, voilà, et qui concernent d'autres domaines comme des besoins thérapeutiques, des besoins psychologiques, même des besoins financiers. Est-ce qu'on a ces besoins? Est-ce que ce client a ses besoins de lui-même ou est-ce que nous sommes entourés de partenaires envers qui nous pouvons faire les connexions nécessaires pour que les besoins du client puissent, les besoins extra-judiciaires, extra-légaux, qui ne sont pas des besoins juridiques, puissent être couverts afin que le client puisse donc être à même d'être le client approprié pour le processus que nous allons engager. Et bon, généralement, on se pose aussi des questions de savoir qui est le client. Est-ce que c'est un individu, la personne directement victime d'une violation de ses droits, ou bien est-ce que cette personne est indirectement notre client? Donc, est-ce que c'est l'ONG, c'est une institution, une ONG qui est le client et à travers et qui porte donc la cause de l'individu qui est concerné. Donc, c'est autant de critères qui permettent quand même de se donner une image, une idée de ce que peut être le bon client dans le cadre d'un contentieux d'impact stratégique. Et c'est une question intéressante à prendre en considération. Et lorsque nous sommes dans le processus d'identification des cas, c'est une question essentielle à prendre en considération pour être sûr de choisir le bon dossier, pour être sûr de choisir le bon client afin d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, c'est ce que je pouvais dire brièvement comme Madame Lamizana l'a demandé. J'espère que j'ai été dans le temps que vous m'avez accordé pour cette question. Voilà ce que je pouvais dire. Peut mieux faire pour la prochaine question. Mais je pense que vous avez décrit les caractéristiques du bon client. Moi, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte également le consentement? Parce que le consentement
est un des critères essentiels, en tout cas pour entamer le processus de litige d'impact stratégique. Je pense que la volonté, la motivation, les mesures d'accompagnement telles que le client soit supporté par des mouvements de défense des droits des femmes. Il y a également son consentement. Si le consentement n'est pas requis, ça va être difficile d'entamer un dossier de litige stratégique. Bon, Karine, vous avez une minute pour nous dire et nous mentionner certains de vos partenaires et leur rôle auquel vous prévoyez de collaborer pour rendre la publication opérationnelle. Concrètement, avec qui et quelle structure, quel partenaire comptez-vous en tout cas collaborer pour la diffusion, l'opérationnalisation de cette publication? Vraiment en quelques mots, s'il vous plaît. Merci, Madame Lamizana, pour la parole. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, pour les partenaires avec lesquels je prévois collaborer pour rendre la publication opérationnelle, il faut dire qu'il y en a beaucoup. Et vu que le temps est vraiment, le temps qu'on m'a octroyé est un peu restreint, je vais juste citer quelques-uns de ces partenaires. Voilà, donc je m'en vais directement citer l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, qui, à mon avis, leur rôle consiste même à combattre le manque d'autonomie chez les femmes, parce que du coup, ils octroient aux femmes les informations juridiques nécessaires pour résoudre leurs problèmes. Donc, ils essaient de les mettre dans le contexte, de lever cette inconscience juridique-là, afin de les permettre de prendre connaissance de leur situation, de savoir comment procéder. Voilà une association vraiment que je pense et que je prévois collaborer dans le futur pour rendre la publication opérationnelle. Aussi, nous avons la coalition burkinabé pour les droits des femmes, voilà, qui se donne pour rôle de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et de promouvoir et diffuser le genre et de lutter contre les violences faites aux femmes. Et en plus de cette structure, aussi, il y a le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui se donne pour rôle de promouvoir la protection et la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles et collectives de la personne humaine. Voilà, que je pense aussi qui sied bien vraiment pour une collaboration pour l'opérationnalisation de cette publication. Aussi, nous avons la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso qui défend et promeut les droits des filles à travers des activités de sensibilisation, de politique et de plaidoyer pour mettre fin au mariage des enfants. Et enfin, je peux mentionner aussi la fondation Lucie Kaboré. C'est une association qui soutient les veuves qui sont souvent victimes des violences dans nos sociétés. Et j'insiste sur cette association parce que généralement, la plupart des cas de litige stratégique, c'est les personnes vulnérables comme les veuves là, qui sont souvent considérées comme le bon client. Et je pense qu'en collaboration avec cette association, on pourrait vraiment mener à bien cette lutte de litige stratégique. Je m'excuse aussi d'ajouter une autre association que je trouve aussi qui est vraiment bien en matière de collaboration, qui est l'association Songmangré Aide au développement, ASMAD, qui est un acteur de la société civile aussi, qui travaille sur les mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants et la violence faite aux femmes. Voilà, et voilà en quelques mots, c'est environ 6, je pense, de ces associations que je prévois collaborer pour vraiment rendre opérationnelle cette publication et même dire les litiges stratégiques dans le contexte de l'Afrique francophone. Voilà, je vous remercie, Madame Lamizana. J'espère que je n'ai pas excédé sur le temps. Merci. Merci, Karen. J'attire ton attention que moi, je parle à plus d'une cinquantaine de partenaires. Je pense que peut-être qu'en tenant compte du facteur temps que tu n'as pas énuméré, sinon,
c'est pas les principaux. Nous avons d'autres acteurs qui interviennent sur les questions de défense des droits des femmes qui pourraient nous aider également dans l'opérationnalisation de la publication. Et je voudrais terminer avec Madame la juge en lui demandant d'être succincte par rapport à sa dernière question. Quels sont, selon vous, Madame la juge, les fruits à portée de main, c'est-à-dire les résultats qui peuvent être atteints dans un avenir proche en ce qui concerne l'opérationnalisation de la publication, la recherche de cas sur le champ et la sexualité? Vous savez les questions que une lecture en bonne qualité. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je ne serai pas longue parce que voilà, un souci de temps. Donc, je vais résumer en 3 phrases. C'est la concertation. D'abord, c'est la concertation des acteurs judiciaires, des avocats et des OSC. Parce que ce document est vraiment un document qui conscientise sur les activités de lien qu'il y a entre les contentieux stratégiques et puis les activités des droits. Deuxièmement, c'est la possibilité que ce document offre en matière d'aller au-delà de la loi positive. Voilà, c'est un document qui permet de savoir qu'il ne faut pas se contenter de la loi telle que nous l'avons, et nous devons essayer de voir si la loi est vraiment favorable à l'effectivité des droits des femmes tels que le pays s'est engagé à rendre effectif. Donc la loi doit être, on ne doit pas se contenter de la loi positive, mais aller au-delà. Donc c'est quelque chose que nous pouvons atteindre à travers la publication. Et dernièrement, c'est la vulgarisation du concept de consensus stratégique à travers ce. C'est la vulgarisation du concept et Merci, Madame la juge. Bon, nous sommes maintenant à la phase des questions. Je ne sais pas si les participants ont quelques questions à poser aux panélistes. Bon, on attire mon attention que nous sommes au-delà du temps. Cela est dû au fait également aux petites interruptions que nous avons eu à observer suite à la panne technique de l'appareil de Karine. Donc, voilà, je ne sais pas si on peut regarder s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, apparemment, je ne vois pas de questions. Je vois pas de questions ouvertes. Hein? Cynthia? Cynthia est à l'écoute. Bon. Moi, je ne vois pas. Hein? Oui? Je ne vois pas de questions. OK. Voilà. Donc, je pense que les interventions étaient suffisamment claires, limpides et simples que les participants ont tout compris. Et je voudrais, donc, au terme de ces 2 heures en quelque sorte, au terme de nos échanges au cours desquels les panélistes nous ont entretenus sur la publication faite par notre partenaire ISLA autour du processus de la recherche de cas, devant permettre d'alimenter les litiges stratégiques. Je voudrais rappeler que la recherche de cas constitue une des importantes phases en matière de contentieux stratégique en tant que doctrine et démarche méthodologique devant permettre de mieux protéger les droits de la femme dans le monde en général et dans la sous-région que constitue de l'Afrique de l'Ouest francophone en particulier. En effet, si ce panel a permis de vulgariser le contenu de la publication sur la recherche de cas et sur le genre, de relever les opportunités et les défis pour faire progresser les droits humains, il devrait, je le crois fermement, être un point de départ pour une plus grande mobilisation des acteurs francophones
engagée et capable de porter une jurisprudence féministe dans notre sous-région. Comme je le soulignais tantôt, la recherche de cas comporte dans le contexte des pays francophones d'Afrique des grands défis au regard du contexte sociologique, culturel et politique, mais nous devons aussi noter l'existence d'opportunités au niveau législatif, judiciaire, institutionnel et administratif, comme cela a été mentionné dans les par les différents panélistes. Je pense que seul notre engagement individuel et collectif, notre capacité à agir ensemble peuvent nous permettre, dans un tel contexte délicat, de transformer les obstacles qui se dresseront en opportunités en faveur des litiges stratégiques féministes. Au moment où on clôture ces échanges, je saisis l'occasion pour lancer un appel aux organisations de la société civile de défense des droits humains, aux personnes physiques, à se joindre à Voix de Femmes et à Isla afin de porter la jurisprudence féministe au Burkina Faso et dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Je voudrais enfin renouveler mes félicitations à l'ensemble des panélistes et remercier de nouveau les participants qui ont sacrifié de leur temps pour suivre ce web. Merci à notre blogueuse Basira Tukindu pour sa précieuse contribution à travers les articles. Merci à toute l'équipe de ISLA, notamment Marie, Cynthia, Annette, Georges, pour leur engagement et dans la tenue de ce panel. Merci à Huguette pour son implication en tant que personne ressource pour le succès du premier webinaire. À bientôt, tous ensemble sur le chantier des litiges d'impact stratégique pour un environnement politique, social et juridique protecteur des droits des femmes en Afrique de l'Ouest francophone. Je vous remercie. Bye bye, bonne journée et bon début de week-end. Merci, bonne journée. Merci.